par exemple, en télétravail. Et c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant parce que, comme je l'ai dit, au plus fort de cette pandémie-là, avec 80% du personnel qui était aux quatre coins du pays, notre entreprise a survécu. Elle a survécu tout simplement parce que sur un personnel de près de 2000 personnes, les gens sont connectés, les gens sont suivre des procédures, hein, mais ça veut dire que vous avez une entreprise quand même qui est organisée, qui est structurée avec des procédures, parce que ça, c'est la base. Une grande entreprise ne survit pas si elle n'a pas des outils et des méthodes. Une fois que vous avez ces outils et ces méthodes-là, vous formez votre personnel à utiliser ce numérique et ce digital-là. Je peux quand même dire que plus de 80% d'entre nous ont découvert Zoom, ont découvert Teams, ont découvert des outils comme Klaxon et tout ça avec COVID. Mais ce qui vous sauve, c'est lorsque vous avez des équipes qui sont réactives. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'habitude de gérer des crises, par exemple, ça vous permet d'avoir une direction des ressources humaines qui très vite met en place un toolkit, comment on utilise Zoom, comment on utilise Teams. Vous avez des hotlines qui sont là, qui vont vous aider à utiliser ces outils-là. Parce que sans ça, vous ne travaillez pas. Sans ces outils-là, vous ne pouvez pas vous connecter comme on est connecté actuellement. Toutes les réunions qui se faisaient en présentiel, tout ça ne peut pas se faire. Je tenais à démarrer avec ce contexte COVID-là parce que ça a été déterminant. Ça a été déterminant et primordial. La transformation numérique des entreprises est inéluctable. On ne peut pas, au stade où on en est, on ne peut pas en faire l'économie. Ça n'est pas possible. Dans la mesure où, aujourd'hui, pratiquement tout, passe par le numérique et le digital. Le monde est devenu un village planétaire où on se connecte avec des gens qui sont aux quatre coins du globe. Et si aujourd'hui, les entreprises n'impulsent pas cette transformation digitale-là, la plupart d'entre elles vont disparaître, tout simplement. Lorsqu'on vous dit que près de plus de 50% des métiers de demain dans ce domaine-là ne sont pas encore connus, on ne sait même pas de quoi ces métiers-là seront faits. Lorsque vous voyez aujourd'hui la transformation des entreprises, moi je travaille dans une grande entreprise, mais on voit comment certains métiers sont en train de disparaître pour aller vers autre chose, justement liée à cette évolution du numérique et du digital. Vous vous rendez compte que c'est une question de survie. Ce n'est pas un luxe, cette transformation digitale. C'est déjà une question de survie. C'est également une question d'avantage concurrentiel. On est dans un monde où la concurrence ne vous fait pas de cadeaux. Elle va toujours penser à innover et l'innovation maintenant est au cœur des stratégies des entreprises. Ce que nous savions faire, nous, tout seuls, en tant qu'opérateurs, il y a 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, une multitude d'acteurs savent le faire. Et ce qui nous permet d'avancer, de garder nos performances, c'est justement ce qui a été impulsé en termes de transformation digitale, en termes de transformation numérique, dans nos différents métiers. Dans des métiers très, très simples, vous voyez que vous pouvez impulser le numérique et permettre aux gens déjà d'être plus performants, déjà. En termes d'effectifs, ça vous permet également d'avoir beaucoup moins d'effectifs. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, là où c'est nécessaire pour les entreprises de le faire, c'est pour améliorer la productivité au sein de l'entreprise. Vous voyez tout de suite la différence lorsque des outils sont disponibles pour le personnel et qu'ils sont formés, ils sont accompagnés, parce qu'il y a un accompagnement qui a à mettre dedans. Même si la plupart, des fois, vous allez tomber sur des gens qui sont très réfractaires, hein, qui, en ce qui concerne cette transformation-là, n'ont absolument pas envie de changer la manière dont ils travaillent depuis 30, 40 ans, ne voient absolument pas l'utilité de basculer vers ça. Et c'est là où COVID, je pense, a été extrêmement puissant. Lorsque je donne le cas de notre entreprise, ça faisait des années qu'on travaillait sur un mécanisme de télétravail, mais sans jamais avoir osé sauter le pas. Jamais. Ça n'a jamais pu être fait.
Et Covid a obligé, on va dire l'ensemble, tout le monde, secteur privé, même le secteur public, tout le monde a appris à travailler différemment. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, grâce à Covid, on est dans cette nouvelle normalité. Maintenant, comment optimiser, maintenir ce rythme de transformation digitale-là, qui va aussi changer la donne en entreprise, qui va changer énormément de choses. Cette transformation digitale-là, il faut le dire, elle a des côtés positifs, mais elle a des côtés négatifs. Je vous donne un exemple en ce qui me concerne depuis le début de la COVID qui a commencé en mars 2020. Il y a des collègues à moi que je n'ai pas vus parce que nous sommes assez nombreux, mais en termes de dynamique collective, cette transformation et cette formation au digital-là, elle est bien, mais elle a ses limites. Elle a ses limites parce qu'elle va aider à améliorer la productivité, elle va aider à améliorer la performance, mais elle va aussi avoir un impact qui n'est pas forcément positif sur la dynamique collective. Et cette dynamique collective-là, elle est importante pour tirer une entreprise. Elle est importante pour tirer vers le haut et développer le leadership et le management. Donc, faire une formation numérique pour le personnel pour s'adapter à cette nouvelle normalité, oui. Le tout numérique pour peut-être alléger les charges en termes de présence dans les locaux ou autres en termes de télétravail. Moi, je mettrais un bémol. Je dirais qu'il y a quand même, il faut qu'on tire aussi des enseignements de Covid pour dire aujourd'hui qu'il y a eu des impacts négatifs par rapport à ça. Mais moi, je suis convaincue que quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être adapté et qui peut accompagner l'évolution et le développement d'une entreprise. D'accord. Très bien. Donc, si nous comprenons bien, aujourd'hui, vous avez pris de l'avance sur la transformation digitale, ce qui vous a permis aussi de tenir quand la crise aujourd'hui sanitaire a mis à bas beaucoup d'entreprises. Du coup, vous n'avez pas eu beaucoup de mal à vous organiser et à réajuster un peu le personnel, comment votre façon de travailler. Mais dans une certaine mesure, il faut savoir aussi raison garder entre cette transformation digitale et le personnel. Il faut, disons, si je comprends bien, avoir le juste milieu pour pouvoir réussir cette transformation-là. Oui. Alors, moi, je suis pas du tout une adepte du tout numérique. Le tout numérique est un peu excessif. C'est une révolution qui est là, que nous sommes en train de vivre, qui va aller crescendo et qui de plus en plus va s'insigner dans nos vies. Hein. On voit aujourd'hui l'Internet des objets. En Afrique, peut-être moins pour le moment, mais en Europe, on voit l'effet que ça peut avoir dans notre vie de tous les jours. Hein. Lorsqu'on parle également de big data, des données. Donc, notre vie a définitivement basculé avec cette révolution-là. Et ce que je dis effectivement, c'est que oui, pour la transformation digitale, dans le sens d'améliorer la performance, dans le sens d'améliorer la productivité d'une entreprise, parce que comme je l'ai dit, avec 80% de notre effectif en télétravail à Sonatel Orange, on a pu maintenir le même niveau de performance. Okay. Et ce qui a permis ça, c'est que le personnel était quand même formé en amont et était habitué à cet outil-là. Et aujourd'hui, au niveau de la direction des ressources humaines, vous avez un plan de formation annuel qui est proposé à l'ensemble du personnel. Il vous suffit de vous inscrire pour suivre ces sessions de formation-là. Et ça, c'est aussi de la responsabilité de l'entreprise. Lorsque vous avez un personnel, il y a un système de formation continue qu'il faut mettre en place parce que le monde évolue, les connaissances évoluent et quoi qu'on dise, lorsque vous êtes sur une position pendant un certain temps, vous pouvez perdre en compétences. Et ces sessions régulières-là vous permettent justement de vous maintenir à niveau. Ça demande un budget pour une entreprise, c'est clair. Ça demande quand même un certain investissement de pouvoir le faire et de vouloir le faire.
Mais moi, je le vois, hein, c'est quelque chose de primordial et qui permet à chaque fois à vos employés de se renouveler, d'aller sur vraiment de nouvelles choses et de leur redonner goût, de leur redonner envie de continuer leurs activités. D'accord. Et quid de ces entreprises aujourd'hui qui sont, disons, assez frileuses pour cette transformation et pour cette ouverture? Est-ce que, par votre expérience, vous avez eu des cas concrets où vous avez des entreprises qui ont eu du mal à se parfaire à l'ère du numérique? Et quels ont été un peu, dans le cadre de votre travail, les actes que vous avez posés pour cette transformation? Alors, vous allez être surprise, mais un domaine où j'ai vraiment senti cette réticence à la transformation, ça a été l'éducation. Ah. Ça a été l'éducation. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que dans le domaine de l'éducation, vous avez un modèle très traditionnel. On considère que l'éducation, eh bien, ça, il faut être en classe avec un maître, un professeur, un tableau et de la craie. Il y a des élèves qui sont en train d'écrire dans leur cahier. Vous avez aussi d'autres modèles dans l'éducation qui ont essayé, tenté de migrer vers ce modèle-là avec des cours en ligne. Ça n'a pas été un grand succès. Il faut le dire, les cours en ligne pour les étudiants ne sont pas forcément un grand succès. Pour en revenir à l'éducation, en général, et c'est tout à fait normal. Je pense que lorsque vous regardez les enseignants, ils restent très attachés à un modèle traditionnel. Oui. C'est une transformation, hein, et c'est un bouleversement, le numérique et le digital. Ça vous oblige à travailler différemment. Et tout le monde ne l'accepte pas. Tout le monde n'est pas prêt à cette transformation digitale-là et à ce mode de fonctionnement différent, surtout lorsque vous arrivez à un certain âge, où on vous dit maintenant, ta classe, tu vas la faire sur Zoom, tu vas avoir des élèves qui seront connectés avec des petites icônes, ce ne sera plus le tableau avec la craie, mais un support qu'il va falloir partager via un écran. Donc, est-ce que justement, le dispositif d'accompagnement dont, par exemple, moi, j'ai pu bénéficier au sein de mon entreprise, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, les instituteurs, toutes ces personnes-là ont eu droit à cet accompagnement-là? Est-ce qu'elles ont pu être formées pour ça? On parle beaucoup de l'entreprise, mais moi, lorsque je parle du domaine qui vous intéresse encore, qui est l'éducation, ma plus grande crainte vient du secteur public. Elle vient du secteur public qui est une énorme machine, mais qui aujourd'hui doit pouvoir s'adapter à cette transformation-là, mais véritablement pour qu'on puisse avoir des résultats. L'autre aspect aussi, c'est au niveau des cours en ligne aujourd'hui qui sont proposés par différentes universités. On se rend compte qu'il y a un taux de décrochage extrêmement élevé, tout simplement parce que ce sont des élèves et des étudiants qui sortent d'un système traditionnel, qui se retrouvent tout d'un coup, un beau jour, on leur met un ordinateur entre les mains et on leur dit, vas-y, suis tes cours, tu es assez grand, tu es un grand garçon, tu es une grande fille. Quand c'est l'heure du cours, tu te connectes, tu suis et tu apprends tes leçons ou tu fais les devoirs, les TP qui sont donnés par le professeur. Donc, la formation au numérique, aussi bien dans les entreprises, mais que dans le secteur privé, que dans le domaine de l'enseignement supérieur, ne peut pas marcher sans un accompagnement et une pédagogie. Sans ça, comme je l'ai dit, vous allez avoir un taux de rejet extrêmement élevé, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique et le digital est une réelle opportunité pour le continent africain. Lorsque vous voyez au niveau encore des écoles, les abris provisoires, les milliers d'abris provisoires qui existent, c'est vrai qu'on n'a pas 100% de couverture de disponibilité en termes d'électricité sur le territoire national. Effectivement, il y a des zones non électrifiées, il y a des zones non couvertes encore, même s'il n'y en a pas beaucoup en termes de 4G pour l'Internet. Mais c'est une réelle opportunité aujourd'hui
comme on dit, de faire un leapfrog, de faire un bond dans secteur. Et moi, je suis convaincue que dans ce domaine de l'éducation-là, si on arrive à avoir un dispositif d'accompagnement sur toutes les parties prenantes dans le secteur, c'est inestimable, même pour la population jeune. Je vais vous donner une anecdote. Je suis également vice-présidente d'une association qui s'appelle Shine to Lead, qui est une association qui accompagne des jeunes filles issues de milieux défavorisés. Et donc, quand on a été au plus fort de la pandémie, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait des mois que ces jeunes filles ne vont pas à l'école. Oui. Et comme vous le savez, avec les jeunes filles, on a un risque de décrochage beaucoup plus fort parce qu'à la maison, elles sont dans les corvées et donc un risque extrêmement élevé. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre en place un système de cours de vacances en ligne où on a équipé les jeunes filles, on leur a mis à disposition des passes Internet et on a recruté des professeurs qui ont fait un planning hebdomadaire et ces jeunes filles pouvaient suivre des cours tous les jours. Tous les jours, elles pouvaient être connectées justement pour éviter ce risque de décrochage-là. Et c'est là où c'est important. C'est là où c'est important parce qu'on a permis quand même à une centaine de jeunes filles de garder un peu ce cap-là en attendant la dernière rentrée scolaire. Là, les écoles vont fermer dans quelques jours également. Il va y avoir une autre dynamique, il va y avoir un autre changement. Donc, ma plus grosse crainte aujourd'hui, l'entreprise ne m'inquiète pas parce que l'entreprise, elle est obligée de survivre. Et elle sait qu'elle n'a pas le choix. Si elle souhaite vraiment survivre, elle est obligée d'amorcer cette transformation digitale-là. Maintenant, il faut quand même qu'elle ait les moyens de cette transformation digitale-là parce que c'est quand même des moyens. C'est des moyens importants qu'il faut déployer au sein de l'entreprise. Il faut avoir une direction générale qui est volontaire et qui comprend les enjeux. C'est ça un peu l'avantage d'être dans un grand groupe, c'est que vous avez quand même une stratégie sur un footprint de pays assez large et avec quand vous êtes une entreprise cotée en bourse, forcément, vous bataillez parce que vous êtes dans un environnement concurrentiel où, comme je l'ai dit, on ne vous fait pas de cadeaux. Et là, c'est moins évident lorsqu'on est dans le secteur public. C'est moins évident, on a peut-être moins, les enjeux sont là à un niveau macro et c'est peut-être moins facile de mettre en place tout le dispositif qui va permettre d'avoir des résultats positifs. D'accord. Je comprends. Est-ce que ça veut dire que là, concrètement, le besoin de la mise à disposition de plateformes qui vient répondre à cette problématique générale, que ce soit dans le milieu de l'éducation ou bien des entreprises, vient à bon escient? Est-ce que c'est aujourd'hui une plateforme, je fais la transition comme Touchère, qui est une plateforme e-learning, qui est vraiment le rendez-vous de deux concepts, e-learning et réseau social. Est-ce que cette proposition de service est aujourd'hui perçue comme une valeur ajoutée, comme une prestigieuse entreprise comme la vôtre dans laquelle vous évoluez et d'autres? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que à Sonatel Orange, on a identifié ce qu'on appelle les relais de croissance. Les relais de croissance, ce sont les sujets dans lesquels demain, on peut faire du chiffre d'affaires. C'est connu de tous. On a déjà lancé Orange Énergie. Le domaine de la e-santé est un domaine qui est extrêmement porteur. Le e-learning et l'agriculture connectée. C'est-à-dire que dans tous ces secteurs-là, déjà aujourd'hui, mais demain, il y aura besoin d'avoir le numérique et le digital. Au-delà de ça, la population africaine, les statistiques disent qu'elle va doubler d'ici 2050. Aujourd'hui, vous avez plus de 50% de la population qui a moins de 20 ans. Tous ces jeunes-là ne peuvent pas avoir accès à l'école en présentiel. Ce n'est pas possible. On ne sera pas en mesure de construire le nombre de salles de classe qu'il faut dans les années à venir
pour accueillir ces jeunes. Lorsque vous voyez quand même aujourd'hui, le taux d'équipement en smartphone est extrêmement élevé. Oui. Les jeunes sont pratiquement tous équipés de smartphones et pratiquement tous ont tous accès à Internet. Donc, c'est une solution. C'est une solution de se dire aujourd'hui, si on souhaite éduquer notre population, la seule solution, c'est le e-learning. Le e-learning est aujourd'hui la solution avec des plateformes qui, avec toute la pédagogie qu'il faut, parce qu'il faut de la pédagogie, comme je l'ai dit, on a encore quand même un taux de décrochage qui est très élevé, des plateformes qui répondent aux besoins des jeunes. Je trouve ça excellent d'avoir mis un réseau social. On sait qu'aujourd'hui, c'est la clé. Hein? Les jeunes ont besoin d'être en communauté, de discuter ensemble. C'est la base, je dirais. Donc, tout ça fait partie des solutions qu'il faut qu'on apporte pour éduquer les jeunes dans ce pays-là. Et TooShare est, je pense, une des solutions qui arrive au bon moment, aussi bien pour le Sénégal que d'autres pays africains. Et l'avantage, c'est que ce sont des solutions qui ne sont pas forcément destinées à un pays, mais qui peuvent se dupliquer sur plusieurs pays. Et là, c'est là où c'est intéressant d'avoir cette approche sous-régionale-là et de se dire qu'au-delà des millions de Sénégalais qui peuvent l'utiliser, il y a également des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Burkinabés, des Ivoiriens qui peuvent être intéressés par cette plateforme-là. Donc, moi, je suis tout à fait convaincue par le fait que c'est un sujet qu'il faut continuer à développer et sur lequel il faut travailler, ne serait-ce que… C'est vraiment pour moi de l'entrepreneuriat social parce que c'est entreprendre, mais dans un domaine dans lequel on a une valeur ajoutée pour la société. Donc, TooShare est un projet d'entrepreneuriat social qui répond à une problématique pour les sociétés africaines. Parfait. Par rapport, pour revenir un peu au thème, et quelle est la posture en fait de ces salariés? Aujourd'hui, en prenant un exemple, on parle un peu de la responsabilité de l'entreprise. Quelle serait aujourd'hui la posture de salariés qui aimeraient bénéficier de cette transformation digitale et numérique, mais malheureusement, l'entreprise n'est pas pour l'instant à même soit financièrement d'offrir ces plateformes compétentes pour travailler ou bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore prêts au changement. Quelle est aujourd'hui la posture de ces salariés? Parce que je sais qu'il y en a qui nous suivent actuellement et qui aimeraient savoir comment ils doivent aussi bénéficier de cette transformation digitale si jamais l'employeur n'est pas à même de mettre ça en place. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où l'entreprise veut, mais ne peut pas. Si l'entreprise veut et ne peut pas, il y a des fonds comme le 3FPT qui aujourd'hui sont là pour accompagner des entreprises qui veulent former leur personnel. 3FPT est un fonds qui est doté de plusieurs milliards. Il vous suffit en tant qu'entreprise de vous rapprocher d'eux, de voir les types de formations sur lesquelles ils accompagnent et de faire, il y a toute une procédure qu'il faut suivre avec le cahier des charges. Une fois que c'est validé, ils mettent à disposition les fonds et ils paient, je pense que c'est eux-mêmes qui paient le formateur. Ça, c'est dans la dynamique où l'entreprise souhaite. Une dynamique où l'entreprise ne souhaite pas, tout est disponible sur Internet aujourd'hui. Vous avez des MOOC, et je pense que vous en avez au niveau de TooShare, mais il n'y a rien de plus simple, à mon avis, aujourd'hui, que de se former et gratuitement. Il n'y a rien de plus simple. Une personne qui a une bonne connexion Internet, qui sait à minima faire des recherches sur Internet, mais va trouver tous les MOOC possibles et inimaginables pour se former sur le digital et le numérique. Vous avez des tutoriaux, vous avez des vidéos, vous avez tout. Tout est vraiment disponible. Donc, à titre individuel, il faut juste savoir faire des recherches sur Internet. Il n'est pas nécessaire d'avoir un budget parce que ce sont des MOOC qui sont gratuits.
Et une fois que vous avez ces MOOC-là, eh bien, vous allez prendre les devants par rapport à votre entreprise et vous-même vous perfectionner sur le sujet. C'est ça. Et c'est même dans cette logique aujourd'hui que TouChère aussi apporte cette fameuse solution parce qu'il sera possible de se spécialiser dans un domaine bien déterminé afin de se perfectionner tout simplement et de pouvoir aspirer un peu à l'évolution dans l'entreprise. Je rappelle juste aux participants qu'il est possible de poser des questions. Voilà, donc n'hésitez pas à partager via la messagerie des questions auxquelles Madame Dir va répondre en fin de webinaire. Voilà. Donc, pour revenir un peu à votre parcours, Madame Dir, et au présidente en votre rôle de présidente de réseau de femmes, quel est aujourd'hui ce que vous faites en termes d'action? Quel est le but de cette association? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, le FESTIC est une association des femmes qui évolue dans le secteur des TIC. Et il y a quelques années, comment le FESTIC est né? Il y a 4-5 ans, on se retrouvait très souvent dans des événements liés au numérique et au digital avec 90% d'hommes. On s'est rendu compte que c'était un sujet extrêmement masculin, où les gens qui sont assis autour de la table et qui prennent les décisions sont des hommes. C'est bien, mais on s'est rendu compte que les problématiques liées aux femmes ne sont pas prises en compte dans ces instances de décision-là. On venait de différents secteurs, secteur public, secteur privé, et on s'est dit, il faut que nous-mêmes, on s'organise pour faire entendre notre voix et qu'on sache quels sont les besoins et les attentes des femmes en termes de numérique. Sinon, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt, on ne prendra jamais en compte ce qu'on souhaite. Effectivement. C'est comme ça que l'association est née, et nos activités tournent autour déjà du plaidoyer pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans le domaine du numérique, ce qu'on trouve extrêmement important. Ensuite, c'est la formation des femmes, parce que aujourd'hui, il faut que les femmes s'approprient le numérique. On utilise le numérique, et ce que je trouve extraordinaire dans le numérique, c'est que c'est un véritable outil d'inclusion, parce que vous soyez alphabétisé ou pas, en zone rurale, en zone urbaine, tout le monde utilise le numérique aujourd'hui. Et pour parler plus précisément des femmes, on a, vous voyez, des femmes totalement analphabètes, mais qui vont réussir à faire de WhatsApp un marketplace. Et ce marketplace-là va leur permettre d'avoir un e-commerce et de vendre leurs produits. Elles le font en général au début de manière très instinctive, sans formation. Et justement, notre objectif, c'est de former ces femmes-là. Quel que soit leur profil, c'est de les former, de leur apprendre à utiliser le numérique pour que justement, elles puissent en tirer le meilleur profit. Donc, le plaidoyer, la formation, l'accompagnement et le networking. Le networking, parce qu'on est aussi, comme je l'ai dit, tout dans ce domaine des nouvelles technologies. Malheureusement, on ne se connaît pas beaucoup. Et on se rend compte qu'en discutant, qu'en networkant, qu'en échangeant, on a une réelle valeur ajoutée. Il y a vraiment des choses qu'on peut co-construire entre femmes. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant de mettre les gens en réseau. Et le réseau, il sert à ça. Il sert à identifier des opportunités. Il sert également à pouvoir mettre les gens ensemble pour créer quelque chose de totalement nouveau. Et je pense que j'imagine que vous avez ça au sein de TouChère. C'est vraiment cet aspect communauté où, par exemple, si moi j'aime le jazz, je peux retrouver plein de gens qui vont aimer ça et on va se mettre ensemble et pourquoi pas peut-être demain créer un groupe de jazz de femmes au Sénégal. Donc c'est ça la force des associations, des réseaux, et on fonctionne comme ça depuis un certain nombre d'années. La relève est là. Moi, je leur dis, ça fait déjà 4-5 ans, donc
Dans quelques temps, on va passer la relève à des jeunes dames comme vous, hein, Aminata, pour que vous puissiez continuer cette aventure-là et qu'on puisse passer à autre chose. Donc, c'est ça vraiment, c'est ça le FESTIC. Je suis assez contente de ce que toute l'équipe, le bureau, les membres ont réussi à réaliser pendant toutes ces années-là, parce que c'était vraiment un terrain vierge où FESTIC a vraiment réussi à s'imposer comme l'association de femmes dans ce domaine du numérique et du digital. D'accord, super. Et du coup, par rapport à l'association et la formation qui est mise en place de manière générale, quel est le dispositif que vous mettez en place pour la formation de bout en bout? Pour ceux déjà qui sont adaptés au numérique ou bien qui ne connaissent pas du tout le numérique. Comment ça se passe, le dispositif? Je pose la question parce que, voilà, comme vous venez de le dire tout à l'heure, sur Toucher, ben, c'est possible hein, aujourd'hui d'accueillir ce réseau de femmes et de mettre en place un système adéquat où il y aura des groupes selon les niveaux. Apprenants qui découvrent tout de suite un peu le métier du numérique et d'autres qui sont un peu assimilés mais qui sont dans beaucoup de domaines. Donc aujourd'hui, Toucher est une plateforme qui met à disposition des femmes comme vous et votre association pour une meilleure prise en charge de ces genres de formations-là. Mais j'aurais bien aimé savoir quel est le dispositif que vous mettez en place. Et est-ce que Toucher vient un peu aussi répondre à ce contexte-là? Alors, comment ça fonctionne actuellement? On a une commission formation qui propose des formations en partenariat justement avec des experts, des gens qui ont une expertise sur le numérique et le digital et qui nous proposent des modules. Donc, on organise des ateliers, des sessions qui, avant Covid, étaient essentiellement en présentiel. Mais là, on a basculé sur des formations en ligne, notamment sur Zoom. Et donc, ça permet aux femmes, en fonction des thématiques qui sont proposées, de s'inscrire, de suivre la formation en ligne et de se perfectionner. Mais ce que vous dites sur Toucher est intéressant parce que, si j'ai bien compris, ça permettrait d'avoir des classes. C'est ça? Est-ce que c'est ça? À travers les share rooms, qui est une fonctionnalité qui permet à travers des espaces privés de discuter, de donner des cours, des formations sur des sujets bien définis, des thématiques bien définies et par niveau. Et il y aura bien sûr une évaluation qui est possible derrière pour voir un peu est-ce que l'apprenant a bien saisi la formation qui est en cours. Et bien sûr, c'est des vidéos. Ça peut être des vidéos, ça peut être des PDF et d'autres supports. Et un live, bien sûr, qui sera bientôt disponible. D'accord. Ben, écoutez, je pense qu'après ce webinaire, on fera une belle session avec notre responsable formation, qui est Amina, et on a également un monsieur qui nous accompagne beaucoup sur le sujet. Oui. Parce qu'effectivement, on pense qu'il y a plusieurs profils en termes de formation. Il y a plusieurs besoins également. Pour le moment, on n'est pas encore en mesure d'y répondre parce qu'on n'a pas le dispositif pour ça. On fait comme on peut, hein, avec ce qu'il y a. Donc, si Toucher aujourd'hui est une plateforme qui nous permet d'avoir cette scission-là et cette catégorisation-là, on est vraiment preneur. Et je pense que vous pourriez même la proposer à d'autres associations qui, je pense, ont la même situation que nous, qui aimeraient bien pouvoir monter en puissance et se spécialiser un peu, avoir cette approche par catégorie. Et oui, je pense qu'on va en discuter. Oui, bien sûr. Et je rappelle juste aux participants du webinaire qu'ils ont la possibilité aujourd'hui d'accéder à la version bêta de Toucher, de s'inscrire et puis de bénéficier des cours qui sont pour le moment disponibles et bien sûr de nous donner des inputs par rapport un peu à leur expérience. Donc, vous verrez en messagerie le lien qui va vous permettre d'accéder directement au site. Quel est votre dernier mot
par rapport au thème aujourd'hui sur lequel nous discutons, la responsabilité des entreprises. Alors, les entreprises ont une responsabilité, mais les employés aussi ont une responsabilité. Moi, je dis toujours, l'entreprise ne peut pas tout faire. L'entreprise va avoir la volonté, mais pas forcément les moyens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est encore une fois dans un monde qui est ouvert. Hein. Très souvent, je remarque que les employés vont se brider. Ils ne seront pas forcément en force de proposition par rapport au top management. On va tout attendre de la direction générale qui doit mettre en place un plan de formation, financer le plan de formation. Rien n'empêche un employé qui souhaite créer cette dynamique dans son entreprise, mais d'accompagner et de faire des propositions concrètes à sa direction générale. Parce que des fois, même la direction générale ne sait pas comment faire. Oui. J'ai parlé du 3FPT, j'ai parlé des MOOC. Sonatel est une entreprise qui responsabilise beaucoup son personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de proposer des choses à une direction générale qui forcément ne peut pas tout voir et ne peut pas comprendre tous les enjeux par rapport à ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'il faut, je pense qu'au-delà de l'entreprise, que les employés eux-mêmes s'impliquent, que les employés s'engagent. Parce que leur entreprise, c'est leur entreprise. Moi, je fais tout mon possible pour que l'entreprise dans laquelle je travaille fonctionne parce que c'est elle qui me donne mon salaire et mon gagne-pain à la fin du mois. Si ça ne marche pas, je risque d'avoir quelques problèmes. Et donc, moi, je dis responsabilité des entreprises, responsabilité des employés et des membres de cette entreprise. Chacun a sa partition à jouer. Et l'information aujourd'hui, elle est disponible pour tout le monde. Dans le système des entreprises, avant, il n'y avait que le top management, une petite partie des gens d'entreprise qui pouvaient avoir accès aux informations. Mais maintenant, on peut avoir l'information sur tout. Et donc, il faut être dans une démarche proactive. Et moi, je suis persuadée que c'est ce qui peut faire le succès de beaucoup de structures quand les employés sont vraiment proactifs. Quand évidemment, il faut qu'on le leur permette aussi. Quand ils ont la possibilité d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, des gens qui sont à l'écoute et qui peuvent les accompagner. Pour revenir sur les entreprises, il faut quand même comprendre une chose. C'est vrai qu'on sort, entre guillemets, de COVID. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté financière et ont besoin de rebondir. Hein. Donc, on ne voit pas forcément tout de suite l'intérêt d'aller vers ça, surtout si ça induit des coûts. Parce qu'il faut d'abord se remettre sur ses pattes et après impulser ça. Mais c'est là aussi tout l'enjeu de pouvoir innover en même temps que de faire fonctionner son entreprise sur un rythme normal. Vous avez ce qui est votre core business, c'est-à-dire ce que vous faites tourner tous les jours, mais au-delà du core business, il vous faut innover. Et c'est cette innovation-là qu'il faut réussir à intégrer dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. C'est cette formation, c'est cet investissement dans la formation de votre personnel. Ça fait partie de ce qui rendra une entreprise prospère. Et moi, je pense qu'il faut des structures comme TooShare. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une plateforme de e-learning, un réseau social. Vous êtes en plein dans la transformation digitale. Je vais lancer un pavé dans la mare et je vais vous dire quid de l'accompagnement en termes de transformation digitale des entreprises qui n'y connaissent rien et qui ont besoin justement que vous leur expliquiez comment faire, par où passer. Donc ça, c'est une question pour vous et j'espère que vous allez y réfléchir. Nous allons y réfléchir et surtout par rapport à l'accompagnement dont vous avez parlé au tout début du webinaire, élément quand même important pour l'acceptation de ce changement. Voilà, donc en gros, nous allons retenir qu'il y a une responsabilité avérée de l'entreprise par rapport aux formations des salariés, mais aussi c'est assez ouvert dorénavant, c'est possible d'accéder à des spécialisations via des plateformes comme TooShare. Donc, c'est possible en tant que salarié de performer
et d'aspirer un peu à un échelon supérieur grâce, encore une fois, à des plateformes comme Toucher. Donc, nous avons des questions, Madame Dir. Nous avons reçu des questions. Nous avons une bonne dizaine. Ce que nous allons faire, c'est juste en prendre quelques-unes des plus performantes. Donc, aujourd'hui, dans quel domaine d'expertise une société comme Sonatel investit-elle le plus dans le cadre de la formation des salariés? Alors, je ne peux pas dire qu'on investit plus dans un domaine que dans l'autre. Comment on fonctionne à Sonatel? Chaque année, on demande aux différentes directions d'exprimer leurs besoins en termes de formation. On me demande, moi, en tant que Rokhaya Solange, de remonter mes besoins en termes de formation. On va faire la même chose avec mes autres collègues. Donc, la direction des ressources humaines va faire une synthèse de tout ça et va proposer des modules de formation dans ce cadre-là. Je vous donne un exemple tout simple. En tant que manager, chaque année, on a une formation pour manager ses équipes, pour gérer ses équipes. On a eu énormément de formations ces derniers temps liées justement à un nouveau mode de management, avec le COVID, comment gérer ses équipes en télétravail. On s'adapte aussi beaucoup au contexte. Hein. Et donc, c'est vraiment en fonction des métiers qu'il y a un catalogue que la direction des ressources humaines propose. Et vous coptez, vous choisissez dans ce catalogue-là les modules et les formations qui vous intéressent pour vous monter en compétences. D'accord. Deuxième question, comment Sonatel mesure-t-elle la performance de sa formation? Donc, on sait que vous avez mis en place tout un dispositif pour former vos salariés, vos employés. Quelle est la mesure de performance que vous mettez en place pour étudier l'après-formation? Bon, vous avez d'abord des évaluations classiques, hein, les évaluations à chaud, où après une formation, on demande déjà est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qui a été utile ou pas. Il y a des questionnaires types sur lesquels vous demandez en quoi la formation qui a été suivie peut être utile à l'individu dans son travail au quotidien. Il y a tous les 6 mois, il me semble également un sondage qui est transmis aux personnes qui ont été formées pour leur demander si ça a été une véritable valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment par des sondages et des questionnaires. D'accord. Mais quand même, il est vraiment avéré qu'après, disons, ces formations, et je pense que vous en avez parlé aussi en début de webinaire, vous n'avez pas vraiment senti l'impact du COVID puisque vous étiez à l'avance préparé. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un système de formation continue qui est rodé depuis un certain nombre d'années. Et justement, c'est quand il y a des crises que vous vous rendez compte que tout ce dispositif-là, il a servi à quelque chose. Il a servi à quelque chose, bien sûr. Quel pourcentage de sa masse salariale ou de son chiffre d'affaires est consacré à la formation, par exemple, pour le groupe? Ça, par contre, je n'ai pas le budget formation de la direction des ressources humaines. Oui, il doit être important. Oui, je pense qu'il est quand même assez conséquent. Il doit être assez conséquent. On est assez nombreux, donc je pense que c'est un budget assez conséquent, mais je n'ai pas l'enveloppe. D'accord. Vu un peu aussi l'enveloppe qui est attribuée à l'éducation par l'État du Sénégal, si je ne m'abuse, c'est près de 30% du budget global. Et quelle serait la lecture, en fait, que vous pouvez faire sur l'attribution de ce budget que beaucoup décrient? Surtout dans le domaine du numérique et du digital. Le budget de l'État, c'est ça? Bon, je pense que c'est essentiellement… Dans le domaine du numérique et du digital. Alors, dans le domaine du numérique et du digital, pour le moment, on a des grandes ambitions. On a des grandes ambitions que vous retrouvez dans le cadre du plan Sénégal numérique. L'État met en place un certain nombre de dispositifs avec le parc des technologies, avec le data center qui a été inauguré il y a quelques jours. On a le supercalculateur. Bon,
Les outils sont là. Maintenant, pour ce qui est de la transformation digitale même, je ne suis pas sûre que les budgets alloués soient assez conséquents à voir, hein, pour qu'on puisse faire du Sénégal de manière globale à un court horizon un pays qui va se transformer. Je pense qu'il y a aussi d'autres enjeux pour l'État qui sont les infrastructures ou d'autres sujets. Mais moi, je pense que le numérique est une bataille dans laquelle il faut être. C'est une bataille dans laquelle il faut pouvoir accepter de mettre du budget parce que c'est le présent et l'avenir. Effectivement. C'est le présent et l'avenir. Et le numérique aussi est un domaine dans lequel on peut créer des milliers et des milliers d'emplois. Je vous donne l'exemple de l'école de Sonatel qui a créé une école de codage qui s'appelle Sonatel Academy. On recrute des jeunes qui ont un niveau bac. D'accord. Ils n'ont même pas forcément le bac, mais on en fait des community managers. On en fait différents profils, 3-4 profils de jeunes qui, au bout de 6-7 mois, ont une formation et sont capables de faire un métier. Donc, imaginez à grande échelle, nous, c'est assez limité parce qu'on a une centaine de places, mais imaginez un État qui décide de former sa jeunesse à coup de milliers de jeunes, mais vous créez des milliers d'emplois sur des courtes sessions de formation. Et lorsque vous voyez des pays comme l'Inde, par exemple, ils se sont spécialisés dans ces domaines-là, dans ces secteurs-là. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont formé à grande échelle. Et donc, vous voyez aujourd'hui des pays en Europe ou aux États-Unis qui outsourcent justement en Inde tous ces métiers-là du numérique et du digital parce que vous avez des milliers de codeurs dans le domaine du codage en Inde qui sont capables de vous développer n'importe quel type d'application. Mais ça, c'est de la formation. C'est de la formation et l'État aujourd'hui doit être en mesure de pouvoir créer ces structures-là qui vont former les milliers de jeunes qu'on a dans ce pays qui sont au chômage, qui n'ont aucune qualification et qui vont pouvoir avoir une activité. Super. Et je pense bien que pour ça, tout cher aujourd'hui, au-delà même de l'aspect connaissance et partage en ligne, devrait aussi mettre en place un suivi de ces formations pour des métiers, pour les nouveaux métiers. Donc, je vais regarder si on a de nouvelles questions. Alors, ici, j'ai une question. Est-ce que ces formations sont-elles corrélées au plan de carrière des employés de la Sonatel? Oui, complètement. On a ce qu'on appelle le SAPER, qui est un système d'évaluation annuel pour chaque Sonatélien. Et dans votre plan de formation, on vous demande la liste des formations que vous souhaitez suivre durant l'année, en fonction de votre plan de carrière et des métiers vers lesquels vous souhaitez évoluer. Complètement, c'est très cohérent. Hein? C'est très cohérent. On ne va pas me proposer à moi de faire une formation juridique si mon objectif est de rester dans la RSE et de m'améliorer dans le domaine du digital. C'est clair. Et est-ce que dans le cadre de l'évolution un peu de ce salarié, les formations qui sont faites en interne sont prises en compte? Par exemple, une assistante de direction qui a suivi une bonne formation peut être DRH, par exemple, après, bien sûr, X temps à Sonatel. Et on sait qu'elle a eu l'expérience, mais à travers la formation qu'elle a eu à faire, est-ce que ça pèse bien sur la balance? Alors, est-ce que ça pèse sur la balance? On a eu, je vous donne un cas, il y a une jeune femme qui, il y a un peu plus d'un an, était vigile au niveau du site de l'école, Sonatel Academy, et elle voyait les jeunes passer, les jeunes apprenants, elle leur a posé des questions. Et elle s'est rendue compte qu'elle aurait peut-être les aptitudes, pour être formée au sein de l'école Sonatel Academy. Et donc, en fait, elle a postulé tout simplement pour la saison suivante. Elle a été retenue.
Aujourd'hui, elle est passée de vigile elle est passée à mon bureau il y a quelques jours. Elle est devenue femme entrepreneur. Elle a eu sa formation, elle a eu son diplôme au sein de l'école Sonatel Academy. Aujourd'hui, elle devient femme entrepreneur et elle a énormément d'idées, de projets. Donc, cette opportunité-là, on l'offre à tout le monde. Hein. On offre vraiment l'opportunité à toutes les personnes de pouvoir franchir les différentes étapes. C'est assez important. Okay. Il y a quelques exemples comme ça qu'on peut citer, mais la formation aide quand même aussi beaucoup à monter en compétences et à avoir un plan de carrière. D'accord. Bon, ça veut dire que là, vraiment, si on transpose, le potentiel, il est vraiment là, la demande pour monter en compétences. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Toucher, www.toucher.com pour vous inscrire, pour ajouter du contenu si vous êtes créateur de contenu. Si vous êtes apprenant, il y a déjà des cours qui sont disponibles et partagez avec vos connaissances. Dernière question, Madame Dir, à quand des cours de Sonatel Academy sur Toucher? Écoutez, nous, on est preneurs. Si vous nous assurez qu'on n'aura pas le même taux de décrochage, hein, parce que c'est très difficile de maintenir des jeunes sur des cours en ligne. On en a fait l'expérience. On a vraiment fait l'expérience et ça n'a pas été facile. Hein. Je pense qu'il y a énormément de facteurs qui viennent, qui ne sont pas forcément, on va dire, favorables, sur lesquels on peut travailler. Hein. On peut totalement travailler sur ces facteurs-là, c'est-à-dire on est malheureusement dans une société où les gens ont l'habitude d'être tout le temps assistés. Il faut que le professeur soit là. Il faut que, voilà, on a toujours quelqu'un qui est à côté de nous. Et moi, je dis tout le temps, le e-learning, l'enseignement à distance, ça demande beaucoup d'autonomie des individus. Et cette autonomie-là, il faut qu'on la développe, il faut qu'on la cultive auprès de nos jeunes. Donc, il y a un volet développement personnel qui est extrêmement important pour que les gens prennent conscience de ce qu'ils doivent faire et que c'est une valeur ajoutée, quelque chose qui est bon pour eux. Mais je suis totalement disposée à échanger très vite avec des équipes de Toucher sur la plateforme. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Oui, et c'est même sur ces nombreux points d'échec de certaines plateformes d'e-learning qu'a été réfléchi Toucher, puisque nous avons fait en sorte d'avoir beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre aujourd'hui d'accompagner les apprenants, d'accompagner aussi les formateurs dans le processus d'apprentissage dans plusieurs domaines. Et c'est possible grâce à nos share rooms, grâce aux quiz, grâce à notre plateforme et au réseautage qui est disponible. Voilà, mais nous ne manquerons pas, comme vous l'avez dit tantôt, de discuter plus amplement. Et je lance aussi la perche aux participants. Si vous êtes salarié, vous êtes créateur de contenu, vous êtes apprenant ou formateur professionnel, qui que vous puissiez être, c'est possible de partager du contenu. C'est aussi possible d'apprendre, de partager aussi de la connaissance sur la plateforme. Donc, inscrivez-vous massivement. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous donner des retours suite à vos testings. Donc, Madame Dir, nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Quel est le mot de la fin? Alors, moi, je voudrais vous encourager, hein, l'équipe de Toucher. Vous êtes dans un domaine du présent et du futur. Je pense que vous êtes assez précurseurs sur le sujet. Et c'est là où c'est intéressant. Quand on est précurseur et pionnier sur un sujet, ce n'est pas facile. Mais c'est clair que le e-learning, on ne peut plus avancer sans. Moi, j'en suis convaincue. En tout cas, en Afrique, on en a vraiment, vraiment besoin. Et Covid nous a montré, nous a prouvé à quel point on a besoin. Moi, je serai une des premières ambassadrices de la plateforme auprès des différentes parties prenantes. Je pense pour nous. Je vous en prie, il faudra du temps pour que les gens comprennent
Oui. et voient l'intérêt que ça peut représenter pour eux. C'est beaucoup de pédagogie, mais moi, je suis convaincue que c'est une plateforme qui va, au-delà du Sénégal, rayonner sur le continent. Oui. Et pourquoi pas à l'international. Et dans quelques années, vous serez la plateforme de référence dans ce domaine du e-learning là. Et en tout cas, bravo et toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Madame Dir. Merci beaucoup à tous les participants de ce webinaire. Donc, vous avez encore une fois le link du site de la plateforme de Toucher via la messagerie. Donc, inscrivez-vous, découvrez la plateforme et à très bientôt pour d'autres webinaires avec Madame Dir. Madame Dir, on vous remercie et toute l'équipe de Toucher vous remercie. Merci à vous, Aminata. Merci également à toute l'équipe. Merci également à toute l'équipe de Toucher et à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup, Madame. Merci, au revoir.